commence la vidéo. Alors, bonjour Laurence Kaiser. Bonjour Diane. On se retrouve à Vierzon pour cette rencontre citoyenne concernant les Covid longs et les effets secondaires des injections Covid. Donc, tu es venu de loin, hein, puisque tu habites au fond de la Belgique. Alors, qu'est-ce qui t'a fait venir? Je pense qu'il y a un réel problème de prise de conscience dans la population générale et bien que beaucoup de gens, et je vois ça dans ma patientèle, hein, se plaignent de problèmes qui sont apparus à partir du moment où ils ont reçu un produit expérimental vaccinal, soi-disant protecteur, bien qu'il y ait cette plainte qui soit récurrente, il y a un manque vraiment de lien, de cause à effet, et il y a un manque du coup de canalisation. Les gens ne savent pas, puisque leur médecin qui est dans le système, qui est finalement crédule, parce que obéissant aux académies de médecine qui, elles, ont leur raison pour nous mentir, probablement, ou parce qu'ils ont peur aussi. Il y a beaucoup de médecins qui voient comment on traite les soignants qui parlent et les soignants qui s'opposent, donc ils ont aussi peur. Et bien donc les médecins, les soignants ne posent pas les mots sur les symptômes qu'ils voient et surtout ne font pas le lien. Les gens ne savent pas où aller. Beaucoup de personnes disent « je ne suis plus comme avant ». J'ai des patientes qui me disent des choses extrêmement violentes. Ce vaccin m'a tuée. J'ai une patiente qui m'a dit ça, ce vaccin m'a tuée. C'est horrible, mais elle ne va pas plus loin parce qu'elle n'est pas bien déjà. Elle n'est pas bien. Puis son médecin traitant, il la décourage. Moi, elle ne me voit pas forcément assez souvent. Et en Belgique, on n'a pas encore beaucoup de collectifs. On a collectif Action 200 en Belgique, mais ça ne conflue pas. Et ici, c'était l'occasion. C'était l'occasion de voir tous ces collectifs et c'était tellement émouvant, non seulement les témoignages, mais simplement les photos. Il suffit de lire, de regarder les photos, ces petits visages, parce que souvent on a pris une photo de celui qu'on aime sous son plus bel aspect. Donc on a des jeunes filles qui sourient, on a des gens qui sont pleins de santé et on lit en dessous paralysie, décès, crise cardiaque, AVC, maladie neurodégénérative et après on les voit. Ici c'était l'occasion de les voir en chaise roulante avec des cannes en souffrance et c'était en même temps précieux, important, indispensable et en même temps c'est tellement douloureux. Oui, on est dans la vraie réalité. Voilà, parce que quand vous avez ce qui est un hécatombe mais qui se dilue dans la masse et sur toute la planète, ça ne se voit pas. Et on a toujours une bonne excuse, il était vieux, ou son père avait fait le même problème au même âge, ou enfin il était vieux, tout est relatif hein, déjà. Parce que j'ai une dame qui m'a dit, j'ai perdu l'audition, mais j'ai 53 ans, c'est l'âge. Je suis désolée, mais moi j'ai 52 ans, j'entends parfaitement, et je ne suis pas d'accord qu'on dise ça. Enfin, mais les gens arrivent à s'auto-persuader aussi. Hein. Et donc on a cette camouflage de catastrophe dans la masse, des personnes qui heureusement vont bien, il y a beaucoup de gens qui vont bien, mais il y a quand même des petites choses qu'on entend maintenant. Je suis plus fatiguée, j'ai un brouillard mental, j'ai des troubles de concentration, j'ai mal partout, voilà, je dors tout le temps. Faut pas oublier quand même que le vaccin de la grippe H1N1 a été arrêté pour la narcolepsie, donc ça a un impact sur le niveau d'énergie. Potentiellement les vaccins, et donc on ne peut pas nier ça. Et tout ce qui est inflammatoire, enfin bon voilà, puis les maladies auto-immunes, etc. Mais les gens ne sont pas encore arrivés à l'étape de conscience parce que je crois qu'il y a aussi peu d'espoir. C'est très important que ce genre d'événements se produisent parce que ça permet de mettre en lien les victimes entre elles, mais aussi les victimes avec des collectifs de soignants, avec des médecins qui explorent des pistes. Alors je ne dis pas qu'on a la recette magique, mais chacun, à partir de sa petite expérience, fait sa petite popote interne et on échange nos recettes. Et on se dit, bah, tiens, mais c'est pour ça. Voilà. Tout à l'heure, je discutais avec un médecin qui utilise l'ivermectine
et qui me disait, mais je ne sais pas si je dois donner ça à jeun ou après le repas. Et moi, je disais que l'information que j'ai, c'est qu'à jeun, c'est pour traiter tout ce qui est parasitose intestinale, pour que ça reste dans les intestins. Et après le repas, c'est pour traiter les Covid, moi je dis longs ou chroniques, et les effets indésirables des injections, parce qu'il y a évidemment un point commun entre l'infection et l'injection. Et donc, pour ce cas-là, on a besoin que l'ivermectine aille dans le sang, et donc on a besoin d'en favoriser la résorption en prenant ça, en mangeant. Et bien rien que ça, il me dit, mais je comprends pourquoi j'ai des intolérances digestives, parce que je ne donne pas au bon moment de la journée. Et donc on échange des conseils, des infos, puis on va vers les personnes qui sont victimes des injections, et puis voilà, c'est vraiment un immense lien. Là, il y a eu des salons de discussion auxquels tu as participé, donc, en fait. Oui, mais j'étais plus là pour vraiment glaner des informations et des contacts que pour faire une vraie intervention. Je suis intervenue sur le garde asile et le Befortus, mais voilà, c'était oui, je pouvais donner mon avis d'expert, et aussi je représentais le collectif Où est mon cycle et l'organisation Honest, qui, elle, vise à préserver le vivant sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'on peut autant lutter contre l'intoxication par les injections que par les perturbateurs endocriniens, environnementaux ou chimiques pharmaceutiques. Hein, donc, et plus largement, vraiment tout ce qui est faune, flore également. Donc ça fait beaucoup. Et voilà, c'est pour ça que moi je suis venue ici. C'était vraiment pour le lien, et aussi pour la présence de médecins auprès des victimes est une forme de reconnaissance que nous leur devons, parce qu'ils sont trop peu entendus. Ils sont maltraités. Les victimes sont maltraitées parce qu'elles sont mal traitées, vu que les collègues ne cherchent pas d'où ça vient, mais ils sont aussi presque méprisés par certains. Une radiologue racontait la façon dont on a diagnostiqué une maladie de Charcot chez une patiente, en disant, posant les faits, le rhumatologue lui dit, voilà, maladie de Charcot, c'est incurable, c'est dégénératif, et c'est autant la consultation. C'est juste monstrueux, quoi. Et cassez-vous, à la limite. Et la victime, elle a 30 ans. Il y avait une maman qui témoignait qu'elle avait été convoquée par les gendarmes parce que sa fille était décédée suite à l'injection. Hein. C'était aussi, aussi monstrueux, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Tu es vice-présidente d'Honest, en fait. Donc, vous avez lancé tout un tas de choses là-dessus, justement, avec Ariane, c'est ça, Ariane? Oui, alors Virginie de Arroyo-Rica est présidente de Honest, O-N-E-S-T, donc Organisation Nationale Éthique, Santé et Transparence. Et c'est donc facile à trouver sur les réseaux. Et cette association est basée sur 4 femmes, dont je fais partie. Donc Virginie en présidente, Ariane Biran et moi-même co-vice-présidente, et la trésorière qui est Katia Sontag, qui est, elle, maître de conférences et enseignant-chercheur en droit pénal. Donc c'est quelqu'un qui a des choses à dire également, même si elle est peut-être un peu moins connue. Et donc nous avons à faire le lien aussi avec tout ce qui se passe aujourd'hui concernant la crise Covid, la gestion de cette crise, toutes les mesures qui ont été imposées, y compris masquage des enfants, confinement, interdiction de sport, etc. Et ce que je dirais le chapitre 2, qui est la sexualisation des enfants dès le plus jeune âge, et l'utilisation d'hormones et de traitements que vulgairement on appelle bloqueurs de puberté, qui eux visent à promouvoir le transgenrisme comme si c'était une solution miraculeuse à proposer aux jeunes
qui sont en perte de valeur et en perte de repère. Et c'est un paradis en boîte en fait qu'on leur vend. Voilà, donc nous avons conscience qu'il y a ce problème-là qui est très très proche d'arriver. Et bien sûr, tout ce qui est environnemental. L'OMS est en train d'étendre un pouvoir tentaculaire sur tous les aspects de nos vies, parce que l'environnemental, ça va être aussi l'alimentation. Et donc, si on met dans une appellation santé absolument tout, y compris la nourriture, l'environnement, la sexualité, vous avez cette pieuvre OMS qui finit par avoir tous les droits sur nous, un droit de vie et de mort, ce qui est évidemment inacceptable. C'est un organisme qui est profondément corrompu, qui est tout à fait à côté de son objectif initial et qui doit être dissous. À qui on ne doit surtout pas donner notre souveraineté. Et on ne doit certainement pas, à personne, on doit donner sa souveraineté à personne. Ce n'est pas nos gouvernements qui vont décider non plus de ce qui est bon ou mauvais pour nous et pour nos enfants. Donc, pour finir, tu as eu le résultat de ton conseil de discipline il n'y a pas longtemps. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu souhaites nous en dire aujourd'hui? Ce qui est interpellant, c'est d'une part que l'ordre national ait confirmé la sanction de 3 mois pour avoir parlé. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal, c'est parce que j'ai dit ce que je pensais de la gestion de la crise. Et dans le verdict, il précise bien qu'ils ne sont pas là pour vérifier la véracité des faits qui ne pourraient qu'être constatés. Donc c'est ce qu'ils écrivent. Mais ils sont là pour me sanctionner parce que je n'ai pas obéi. Donc en fait, ils ne te sanctionnent pas pour avoir dit des choses, même fausses, ils te sanctionnent pour avoir juste dit des choses. Si on lit correctement, ils me disent que ce que je dis est vrai, qu'ils ne pourraient que le constater, mais que le problème n'est pas là. Mais qu'il ne faut pas le dire. Le problème, c'est ça, c'est qu'on ne peut rien dire. Donc ça, c'est un premier aspect qui est très intéressant. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'ils ont éprouvé le besoin de me reconvoquer pour d'autres motifs. Concernant ma façon de m'exprimer, donc les mots que j'ai utilisés dans un post Facebook sur mon profil à moi, profil personnel et concernant les VRAS, donc l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc l'ordre des médecins s'arroge le droit de décider quels termes nous avons, nous, citoyens, la possibilité d'utiliser ou pas. Et ça, je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'était juste la commission d'enquête, mais c'est tout à fait anormal. C'est complètement hors rôle de l'ordre des médecins, mais ça prouve quand même, puisqu'ils ont eu besoin de me revoir, ça fait quand même 4 fois, c'est que ou bien ils m'aiment beaucoup, ou bien je commence à les déranger. Et qu'ils ont envie que je me taise. Ce qui, s'ils ont étudié la psychologie, n'est pas le bon moyen avec moi pour me faire taire. C'est pas de me convoquer 10 fois qui va changer quelque chose. Je ne tairai pas. Parce que, mais là, c'est quand même privé de pouvoir exercer pendant 3 mois. Ça implique une sanction financière importante pour toi. C'est quand même. Oui. Moi, je suis une maman toute seule avec 3 enfants aux études. Je peux pas me le permettre, mais de toute façon. Toutes les patientes à qui tu vas manquer, j'imagine, parce que quand on est gynécologue, on suit des femmes enceintes. Donc 3 mois, on ne peut pas mettre la pause sur la grossesse pendant 3 mois. On ne peut pas abandonner les gens de toute façon. Et puis, au-delà de ça, la liberté d'expression du médecin. On ne peut pas accepter une sanction quelle qu'elle soit. Un médecin qui alerte sur un médicament, même s'il a tort. Un médecin qui alerte sur un médicament, ça devrait déclencher une enquête. Attention, ce médecin-là a peut-être vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Sur le Mediator, sur le Distilben, sur le Levothyrox, sur le sang contaminé, il y a bien quelqu'un qui a parlé au début. Donc on ne peut pas accepter ça. Donc en fait, pour toutes ces raisons-là, je vais porter le cas plus loin et je vais aller en cassation. Et grâce à l'immense générosité des gens qui ont vu le premier COS avec Ariane Biran et Zineb Deheb, et bien grâce à eux, la cagnotte que nous avons lancée pour mes frais judiciaires a été vraiment bien pourvue et je vais pouvoir porter la cause de la parole des médecins en cassation. Et s'il faut aller plus loin, on ira plus loin. Comme tu dis porter la parole, ça veut dire que ça peut faire jurisprudence et donc défendre par avance d'autres médecins qui ne pourraient plus être attaqués si
la décision de cassation était favorable. En fait, ça a déjà eu lieu. Hein. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà statué sur le fait que le médecin peut s'exprimer, même si sa voix est minoritaire, dans le contexte où la science n'est pas certaine. Mais c'est exactement ça. Donc, la jurisprudence ne suffit plus. C'est dans l'autre sens. Je ne veux pas que mon cas fasse jurisprudence pour faire taire quelqu'un. C'est plus ça. Voilà. Ok, parfait. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Laurence. Merci d'être venue jusqu'à Vierzon. Et au plaisir de se revoir alors. Absolument. Merci beaucoup. Merci.